Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Allez, on débute direct avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui grappille quelques points timidement. On est aujourd'hui à 30, toujours dans la zone de peur. Du côté des marchés US, le Fear and Greed Index se trouve dans la zone de greed à 62. Mais peut-être que ce petit élan optimiste sera de courte durée. Et oui, Powell a enfin parlé. Roulement de tambour, le FOMC estime que nous devons maintenir les taux à 50 points de base. Beaucoup s'attendaient à une hausse de taux beaucoup moins agressive, pensant que Powell allait se ramollir face à tous les chiffres du CPI. Et c'est finalement tout l'inverse qui se passe vu qu'il prévoit de maintenir les taux à leur niveau maximum jusqu'à qu'il soit sûr que l'inflation diminue de manière constante. Autant vous dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ces hausses des taux d'intérêt, mais bon, au moins ça nous fait un feuilleton en plus à suivre. Allez, je laisse place à nos intervenants. Installez-vous confortablement, votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo ainsi qu'une excellente soirée. C'était Zap Crypto. Alors on va commencer évidemment par l'arrestation de Sam Bankman-Fried par les autorités des Bahamas. Il va très certainement être extradé vers les États-Unis dans les jours ou les semaines qui viennent. En tout cas pour lui c'est vraiment la fin la fin de la partie parce que il a été il est accusé par le département of Justice de conspiration, de fraude électronique, de blanchiment d'argent. Et par la SEC de violation de la réglementation sur les securities. Donc à mon avis lui il va en avoir pour un bout de temps. En tout cas c'est le début d'une série judiciaire. On a aussi potentiellement Do Kwon qui vous savez le fondateur de Terra qui ne s'était pas rendu aux autorités et qui se réfugie apparemment en Serbie. Il aurait été arrêté là-bas et en tout cas il aurait été retrouvé et potentiellement il va potentiellement être extradé vers son pays d'origine, donc la Corée du Sud. On va évidemment suivre ça aussi, mais voilà, on sent un peu quand même que là c'est un peu la fin de la partie pour ces acteurs. Mais si tu fais du trading, si tu fais un peu de stacking sur Binance, il n'y a rien de mal, guys. C'est sûr que si tu as 100% de ton capital sur Binance, c'est risqué parce qu'on sait jamais, mais en même temps, honnêtement, Binance, encore une fois, si ça fait faillite, ben, moi, perso, je vais pas reconsidérer ma place vis-à-vis du Bitcoin, mais je vais reconsidérer fortement ma place vis-à-vis de la crypto. Bitcoin, j'y crois. Mordicus, peu importe ce qui arrive à Binance, parce que Bitcoin n'a rien à cirer, mais pour le reste, c'est pas trop vrai. Donc, Binance, le FUD, pour de vrai, c'est un petit peu exagéré. Et aujourd'hui, guys, c'est la nouvelle qui est venue chercher mon attention. Au Canada, on prévoit de bannir tout ce qui est effet levier et trading sur marge. Donc, l'effet levier sur les comptes centralisés, comme sur Binance, comme sur Bybit, aussitôt que tu serais identifié canadien, eh bien, tu ne pourrais pas faire de trading avec effet levier. Est-ce que je suis d'accord ou non avec cette régulation-là? Je vais vous dire que, en partie, je suis d'accord. Pourquoi? Laisse-moi t'expliquer. Les gens voient l'effet levier comme un casino. La plupart des gens n'ont pas de plan. La plupart des gens y vont un peu aléatoirement. Donc, il faut qu'il y ait de la régulation vis-à-vis de l'effet levier. Ceci étant dit, ça n'empêche pas que quelqu'un qui sait ce qu'il fait devrait avoir le droit d'utiliser tout ce qui est effet levier. Et dans la vie de tous les jours, on le sait qu'il y a des casinos, il y a de la loterie, donc c'est la même chose. On peut mettre 1 million de dollars sur le rouge au casino demain matin et personne ne va nous en empêcher. Donc pourquoi que le fait de le faire sur une plateforme de crypto en faisant de l'effet levier sans connaissance, absolument, c'est plus grave, honnêtement, parce que l'argent sort du pays. Ça doit être une des raisons. L'argent ne reste pas ici. Toi, quand tu perds ton argent au casino ici, ben, l'argent reste au pays. Tandis que, en effet levier, Binance, si tu te fais liquider, ben, c'est pas vrai que ça reste au Canada. Ah, ça, on le sait. C'est quand même, je dirais, une nouvelle qui... ça m'inquiète et ça m'inquiète pas. Le Canada, on le sait, veulent tout le temps s'immiscer dans tout ce qui est pouvoir aux citoyens. Là, aussitôt qu'on a quelque chose, ils veulent le réguler tout le temps. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas une bonne chose. Je dirais que c'est plutôt... Je suis dans la neutralité et sincèrement, ça va faire que les gens qui ont un compte, admettons, sur Binance et qui font du trading un peu comme pour n'importe quoi, en espérant faire
un fois 100 millions, ça va les empêcher de faire ça. Donc, les gens qui vont vouloir faire vraiment et réellement de l'effet levier au Canada vont trouver des solutions, évidemment. C'est pas parce qu'on empêche les plateformes centralisées de faire du trading au Canada que pour les Canadiens, c'est terminé. Il existe des VPN, il existe des DEX. Et enfin, ma 5e grande erreur en crypto, c'est d'avoir cherché pendant longtemps le prochain Bitcoin. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, quand on découvre le monde des crypto-monnaies, souvent on le découvre avec l'espoir d'un gain financier. Et souvent on a l'impression qu'on s'est intéressé à Bitcoin trop tard. On se dit que c'était avant qu'il fallait acheter du Bitcoin, par exemple en 2013 ou en 2017, et que maintenant il n'y a plus beaucoup de gains à faire. Et donc souvent, consciemment ou inconsciemment, pour assouvir notre soif de gains, on se tourne vers les altcoins en se disant qu'on va essayer de faire avec les altcoins ce que d'autres ont fait avec Bitcoin. Et donc, comme beaucoup de gens, mon erreur, ça a été de passer beaucoup de temps à chercher la prochaine révolution, la prochaine pépite, la crypto sur laquelle je pourrais faire un gros gain financier. Sauf qu'il y a des millions de gens qui font exactement la même chose. Et donc, ce besoin de trouver la prochaine pépite a donné lieu à la création de plus de 20 000 cryptos qui répondent très bien à ce besoin de recherche de pépites par les spéculateurs, mais qui en réalité ne résolvent pas vraiment de problèmes dans le monde réel. Donc la Binance qui a subi, alors là on est quasi à 2 milliards de dollars de sortie nette aujourd'hui, ça a augmenté depuis ce matin. Donc on fait attention, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi je préfère être prudent comme pour l'affaire FTX, je retire et quand ça ira bien, je reviendrai. Voilà, c'est tout. Après, si vous croyez à fond Binance et CZ, non, ils sont trop gentils, trop géniaux, vous voulez laisser votre crypto, c'est à vous de voir. Tout le monde est assez grand pour faire ce qu'il veut avec son pognon. Ensuite, du coup, très intéressant, une charte donc de Glassnode qui représente en fait tous les bitcoins qui ont été retirés de Binance. Donc non, même pas. Oui, ça date de Binance, j'allais dire de tous les exchanges. Et en gros, quand c'est en vert, ça veut dire qu'il y a beaucoup de BTC qui rentrent dans la plateforme. Et quand c'est en rouge, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bitcoins qui sortent de la plateforme. Et là, regardez, c'est juste incroyable. Là, c'est un record. En 24 heures, on a eu moins 39 000 BTC. Et pourquoi il y a eu autant de BTC qui sont sortis? C'est parce qu'il y a beaucoup de FUD, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Binance va avoir des problèmes. Bon, il y en a eu avec FTX. Maintenant, il y a un peu de FUD avec Binance. FTX, c'était vrai. Binance, on verra. Pour l'instant, c'est que des rumeurs. Moi, personnellement, j'ai pas de fonds dessus. Ensuite, assez intéressant, c'est qu'on a vu les malheurs un peu autour d'FTX, un peu Binance qui se fait attaquer beaucoup par les US d'ailleurs, la justice américaine, ça vient beaucoup des États-Unis. Et ce qu'on voit, c'est que Coinbase, qui est l'un des autres fleurons des plateformes centralisées de crypto-monnaies, qui est en train d'exploser. C'est ce qu'on apprend dans un article. Et en fait, ça marche super bien pour eux, mine de rien. Ils sont réputés pour être une application assez simple d'utilisation, par contre avec des frais plutôt élevés. Moi, j'ai jamais été client de Coinbase. Et grosso modo, on verra les statistiques, en particulier début 2023. Mais je pense qu'ils vont bénéficier à plein de tout ce qui se passe. Et en tous les cas, ils ont fait plus de 19 millions de nouveaux clients. Ils sont en train de revenir petit à petit sur Binance. Binance est beaucoup plus loin en termes de nombre de clients. C'est pas parce qu'il y a de la blockchain qu'il y a de la confiance. Alors, les bitcoiners maxi te diront les blockchains, Ethereum, Cardano, tout ce que tu veux. Enfin bon, tout ça, elle est bien jolie, ta confiance, mais... Et alors... Parfois, c'est assez difficile de leur donner tort, tu vois, sur la confiance. Alors, il y a l'histoire du proof of work, proof of stake. On voit ce qui est en train de se passer actuellement sur Ethereum, tu vois, les contrôles là, des transactions, etc. Est-ce qu'à un moment donné, Ethereum va tellement se centraliser que finalement, il va y avoir suffisamment de contrôle pour bloquer? Donc ça pose question. Pourquoi je fais la distinction entre les deux? Je suis d'accord avec toi, hein, il y a vraiment cette histoire de confiance derrière. C'est-à-dire, en fait, on n'a plus besoin de se faire confiance les uns les autres. Finalement, c'est le programme qui s'en occupe. Maintenant, c'est de savoir, OK, mais ta blockchain, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance dans la blockchain qui est derrière? À quel point c'est décentralisé? À quel point je peux me dire, OK, c'est bon, il y a aucun risque? Je te dirais que sur Bitcoin, j'y vais quasiment les yeux fermés, et je dis bien quasiment parce qu'il y a toujours des risques aussi de centralisation avec les poules de minage, etc. Faut pas les ignorer. Il y a quand même, il y a des problématiques. Il y a plusieurs niveaux de décentralisation. La confiance sur les développeurs. Enfin, tu vois, la décentralisation, c'est pas une seule chose. C'est pas seulement le nombre de nœuds. C'est pas seulement les développeurs. C'est pas la décentralisation. Tu la retrouves à différents moments. Mais
je me dis, mais dans notre vie actuelle, tout est centralisé et c'est pas pour autant que rien ne fonctionne. Tu vois. Donc moi, quand il y a des projets qui se montent sur les blockchains dites POS et sur lesquels il y a moins de décentralisation que sur Bitcoin, je rejette pas. Je dis, enfin, ça veut dire quand même qu'on passe d'un monde centralisé à un monde quand même un peu plus décentralisé. Donc à la limite, ça me pose pas spécialement de problème. Mais si tu veux toucher à la monnaie, pour le coup, vu que c'est un espèce de combat permanent, tu vois, entre les États, moi, je me suis amusé à remonter l'histoire de la monnaie, et tu vois que c'est un contrôle de pouvoir d'État sur d'autres États en permanence. Et tu as des États qui se sont fait littéralement défoncer parce qu'il y a un nouveau peuple qui est arrivé, qui était en capacité de produire la monnaie que ce peuple-là était en train d'utiliser, et du coup, ont pris le pouvoir dessus et tout. Je t'invite à regarder ce qui s'est passé en Afrique, notamment avec la traite négrière, etc. Et c'est assez intéressant. Donc, la monnaie, c'est sans doute le pouvoir le plus puissant au monde. C'était Idrissa Berkane qui disait ça, hein, je le cite, même si en ce moment je suis pas super fan de ce qu'il fait, mais il disait qu'en gros tu avais l'exécutif, le législatif, le judiciaire, le quatrième qu'on apprend souvent à l'école qui est le média, la presse, parce que quand tu maîtrises la presse finalement tu maîtrises déjà beaucoup de choses, et en fait on parle jamais du cinquième, mais le cinquième c'est l'argent. Et si tu es en capacité de créer de l'argent, d'avoir beaucoup d'argent, finalement, tu peux acheter les médias, du coup, tu contrôles l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc, ce média, il est immensément grand, si tu veux, en termes de pouvoir. Et donc, pour lui, le besoin de confiance, il est maximal. Si tu devais choisir une chose sur laquelle tu dis non mais là il n'y a pas à négocier les gars, la priorité numéro 1 c'est que ce soit décentralisé, etc. Il faut vraiment que ce soit au taquet, c'est la monnaie. Et donc du coup le proof of work, etc. Enfin tout ce qui tourne autour, pour moi effectivement ça amène énormément de sécurité que j'ai besoin pour la monnaie, mais par contre pour plein d'autres projets j'attends pas d'avoir une sécurité aussi grande. C'est quand même un truc de fou qu'on soit aussi avancé en médecine, en blockchain, en intelligence artificielle, en cryptographie quantique, plein de trucs bien hardcore, et qu'on utilise encore des vieux mots de passe pour se connecter. Peu importe le site, si vous voulez vous identifier, il faut rentrer votre mot de passe et souvent votre adresse email. C'est encore pire pour certains sites où tu peux direct te connecter avec Google ou Facebook. Pas besoin de vous faire tout un speech sur pourquoi vos données sont pas hyper sécurisées, je pense que vous avez compris, et pourquoi elles sont beaucoup trop centralisées aussi. Et à l'aube d'un nouvel Internet, le Web 3, c'est peut-être le temps de se tourner vers une version plus sécurisée et un petit peu plus à l'ère du temps de l'identification. Surtout que le Web 3, ça va être de plus en plus un monde où on va interagir avec des wallets, des liquidités et de la propriété numérique valorisable. Bref, les mots de passe, c'est chiant, il faut un autre truc. On s'arrête 2 secondes sur la biométrie, c'est stylé mais c'est pas mieux. Votre empreinte digitale, elle doit être conservée pour qu'on puisse la comparer avec votre doigt la prochaine fois que vous vous connectez. Est-ce qu'on sait où elle est conservée ? Non. Est-ce qu'on sait qui a accès à ces données? Non. Même si, il faut être réaliste, la plupart des gens s'en tapent littéralement de donner leurs données à tout le monde. C'est un fait, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Mais je pense sincèrement que pour l'instant, même si tout le monde s'en tape, ça va changer dans les années à venir au fur et à mesure que la notion de valeur numérique va être introduite et les solutions de sécurité d'authentification seront une énorme valeur ajoutée. Ça faisait des années que j'utilisais des monnaies ou des valeurs numériques, que ce soit dans les jeux vidéo ou que ce soit sur différentes plateformes. Et Bitcoin, c'était quelque chose de nouveau. On avait déjà parlé de crypto ensemble, je connaissais un petit peu, mais sans plus que ça. On a été pris de passion par cet univers avec la conviction qu'il se passait quelque chose. À ce moment-là, on a monté un tout premier mineur avec mon frère qui lui avait beaucoup plus de background et de recul dans le monde de l'informatique. Puis il m'a dit, William, si tu arrives à créer ça techniquement, je te promets, je peux le vendre. 10 banques ont refusé de nous ouvrir un compte et de nous permettre de lancer notre activité. Il fallait cacher le mot crypto-monnaie de notre discours. On devait parler de vente de matériel informatique pour avoir le droit d'exister et le droit de proposer ce service.
Au départ, Just Mining a commencé avec une problématique hardware, qui était de pouvoir rendre accessible la fonction de minage directement à domicile sans la moindre compétence. Les gens avaient juste à le connecter à Internet et à appuyer sur Start, et naturellement la machine allait sécuriser la blockchain la plus rentable, obtenir des commissions pour le travail de sécurisation effectué, changer cette commission en crypto-monnaie, en euros ou en une autre crypto-monnaie, et reverser ça sur le compte de l'utilisateur à la fin du mois. Just Mining. Il y avait en fait 1 milliard de challenges du coup à surmonter. En réalité, je pense qu'on était un petit peu tous fous dans cette histoire. Beaucoup de stress, beaucoup d'euphorie, mais il y avait énormément de motivation. Au début, c'était réellement artisanal, hein. Je me rappelle, ça faisait les cartons la nuit, on testait du coup à la main toutes les machines. Puis on retombe vite, puisque derrière s'ensuit une correction naturelle du marché qui s'accompagne d'une traversée du désert de près de 2 années, dans lesquelles il a fallu repenser beaucoup de choses. Là, on a quoi? Le conseil c'est Bitcoinist qui nous dit ça, le conseil de stabilité financière établira des normes mondiales pour la réglementation de la cryptographie en 2023. Évidemment que tout ça, c'est chaud pour nous, hein. Vous avez compris, on a une tonne de problèmes, les problèmes s'accumulent encore à longueur de temps, donc la réglementation va arriver de toute façon, ça on ne pourra pas faire marche arrière, et comment elle va nous censurer, comment elle va nous impacter, ça c'est difficile de le savoir pour l'instant, hein. On peut tout entendre et tout dire comme moi je dis, mais on ne sait pas la vérité, on ne sait pas le résultat, tout au moins la vérité on la connaît plus ou moins, mais on ne sait pas le résultat, on verra ça dans quelques temps, mais déjà moi ce que je peux te dire comme ceci, c'est que les crypto-monnaies d'État, hein, la monnaie numérique d'État va nous faire beaucoup de mal. Ça, on en reparlera ensemble, mais ça va nous faire beaucoup de mal. J'ai quand même l'impression que si jamais l'interprétation de ce qui va être fait ce soir est bonne, je pense que la tech sera le gros bénéficiaire de toute cette histoire dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. D'ailleurs, si rallye de fin d'année il doit y encore avoir, eh bien, à mon avis, c'est là-dessus que ça se fera. Évidemment, est-ce qu'il va y avoir encore autre chose? Parce qu'à partir de ce soir, après le meeting de la Fed, on n'a plus rien. Après, il faut se concentrer sur le meeting de la fête du mois de février. Alors j'avoue, ça fait un tout petit peu loin, sachant qu'entre deux, on a encore Noël, le Nouvel An, et puis les bonnes résolutions à prendre pour 2023. Donc est-ce qu'il va y avoir un énorme engouement ces prochains jours et ces prochaines heures? Bien malin qui pourrait le dire, et je ne suis pas suffisamment malin pour pouvoir le dire. Maintenant, je suis sur le site de RTF France. J'ai envie de vous montrer le cas extrême britannique. Ça permet de comparer, donc, vu que le marché européen de l'électricité est interconnecté, les pays par période. Vous avez, je vais prendre ici le lundi 12, parce que c'est lundi qu'il s'est passé quelque chose, il y a 2 jours. J'applique. Je prends le prix max de la journée, parce que ça évolue en permanence. Regardez l'Angleterre. Ils sont montés à 3 000 € le mégawatt vers le milieu de journée ce lundi. Alors ça, c'est retombé à 500. Mais l'Angleterre est montée à 3 000 € le mégawatt ce lundi. Me direz-vous, très bien, 3 000, la France, la Suisse, l'Allemagne, autour des 400, 500 € le mégawatt, bon, très bien, ça veut dire quoi? Pour savoir ce que ça veut dire, on va comparer avec la même période, mais en 2019, avant la crise du Covid. Et vous allez comprendre pourquoi les factures augmentent. Surtout dans les pays où il n'y a pas le bouclier sanitaire. Le bouclier tarifaire, pardonnez-moi. Même période en 2019. Le 12 décembre 2019, j'applique. Eh bien, regardez ça. 36 € le mégawatt pour la France il y a 3 ans, le même jour. 600 € maintenant le mégawatt. L'Angleterre est à 46 € le mégawatt. Ils sont montés à 3000 ce lundi. Je passe en max pour comparer. Voilà, même en max de la journée. Entre x10 et x15. En 3 ans, le prix du mégawatt sur le marché de gros a fait entre x10 et x15. C'est là qu'on comprend un peu la chance que certains pays ont de mettre en place des mesures d'amortissement pour ne pas qu'à la fin, le consommateur final particulier paye ces augmentations. Parce qu'une facture d'électricité moyenne pour un ménage entre 50 et 70 € par mois, vous lui faites x10 ou x15, compliqué. Donc c'est là qu'on mesure. Donc voilà, ça c'était la première chose. Que disent les graphiques sur le prix de l'électricité? Ils nous annoncent de la hausse et probablement un marché qui va rejoindre ses sommets de l'année lors des prochaines semaines. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de miracle à attendre. L'électricité sera en hausse. Attention, et je dois te le dire, on est maintenant dans une demand zone weekly sur le dollar. Ça fait un moment qu'il chute.
Beaucoup commencent à être bullish et à se re-exposer potentiellement avec les annonces que l'on a eues positives sur l'inflation, sur les actifs à risque. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est en train d'avoir une action de prix quand même où on chasse les bottoms, on chasse les longues, on veut les sortir dans une demand zone weekly. Donc potentiellement, on peut avoir une accumulation qui se met en place. D'accord ? Si tu vois un genre de shift comme ça de structure et qu'on vient clôturer au-dessus de ce niveau, sur le dollar index, qui est le niveau des 105.8, attends-toi à ce qu'on ait peut-être un retracement du dollar index, donc shift, hop, retracement, et qu'on vienne s'attaquer ensuite à tous ces niveaux de liquidité au-dessus qu'on a laissé tranquille. Si on bascule sur l'hebdomadaire, je vous l'avais dit, pour moi, si on réintègre cette zone qui est le précédent support de la zone de consolidation qu'on avait depuis début juin, pour moi, ça sera un signal haussier. Et ici, normalement, voilà, je vous le dis depuis pas mal de vidéos, je reprendrai des positions, donc je passerai une partie de mes stablecoins sur des crypto-actifs, que ce soit du Bitcoin, de l'Ether ou d'autres. Hein, on regardera les setups ensemble en temps voulu, hein, si on a ce fameux signal de réintégration des 18 000 $. Donc clairement là, moi, je suis impatient et j'espère que le Bitcoin va réussir à repasser donc au-dessus de ces 18 000 $. Au niveau de sa paire BTC, j'aime bien le 3 jours. Et ben on l'attaque encore et encore. La résistance, elle va casser à un moment donné. Peut-être, encore une fois, que je dis, c'est grâce à ça que je vais vite le voir. Hein. Peut-être que on a un bottom de cycle et qu'on va entamer quelque chose, une grosse construction, une décoration sur les alts. Alors, pas tout de suite. Ça peut arriver que dans plusieurs semaines, voire même mois. Typiquement, saisonnalité, début de saison prochaine, février-mars, ça me semble quelque chose de tout à fait possible, où on casserait du coup ce niveau-là. Donc sur Ether, il y aurait vraiment une continuation de la tendance de fond, qui est haussière, je le rappelle. Okay. Et donc, on aurait une grande pause de ce bear market, je dirais en tout cas, si on peut l'appeler ainsi, et une reprise du coup à la hausse des alts, en tout cas à minima d'Ether, et a priori, le reste devrait suivre, mais c'est pas du tout d'actualité pour l'instant. Tant qu'on ne casse pas le point haut ici à 0.0886, si mes yeux ne me font pas défaut, pour moi, il y a toujours le cas largement possible où Bitcoin fait un plus bas. Et Ether, bien sûr. Le projet, c'est avec les fonds qui vont être récoltés à travers le Mint, c'est de mettre tout ça, de mettre 90% de ce qui aura été récolté à travailler au travers de la finance décentralisée. Donc ça va être des protocoles qui vont être sécures. À chaque fois, il va y avoir une partie explicative. Donc tous les holders auront les explications de pourquoi tel protocole, tel crypto a été choisi, etc. Enfin bref, on va essayer de leur transmettre, on va dire, toute la partie ludique de pourquoi on fait ça. Et ils pourront observer tout en temps réel, parce que le projet, de manière intégrale, sera transparent. On peut même parler du smart contract qui a déjà été publié sur GitHub. Les 3/4 des projets ne publient jamais leur contrat avant de lancer leur mint, etc. par peur qu'il y en ait qui essaient de frauder un petit peu lors du mint et tout ça. Moi, je suis pas du tout parti dans cette optique-là. Je veux vraiment quelque chose de transparent. Donc, toutes les personnes pourront suivre en temps réel ce qui se passe on-chain, comment le projet place ses différentes cryptos, etc. Et donc, l'objectif, c'est avec tous les rendements qui vont être générés au travers de la finance décentralisée, ces rendements vont être transformés chaque mois en Bitcoin et ils seront stockés sur la blockchain Bitcoin. Donc c'est bien du vrai Bitcoin qui sera adossé à chaque NFT, c'est pas du WBTC, du RNBTC ou n'importe quel synthétique token qui essaye de représenter Bitcoin. Là, ça sera bel et bien du vrai Bitcoin qui sera adossé à chaque NFT. Et donc pour récupérer ce Bitcoin, donc ce sera pas en fait des rendements au sens où on peut l'entendre que chaque mois il y a quelque chose qui tombe. En fait, chaque mois il y a quelque chose qui va tomber, mais ça va tomber dans le NFT. C'est-à-dire que pour récupérer, le jour où vous voulez récupérer les bitcoins qui sont adossés à votre NFT, vous devrez détruire le NFT en renseignant une adresse de votre wallet Bitcoin, et sous 24-48 heures, les bitcoins seront envoyés à l'adresse que vous aurez renseignée en détruisant en fait votre NFT. Il faut voir ça un petit peu comme une tirelire cochon. On ne peut pas ouvrir, qu'on est obligé de casser. Et une fois que vous l'avez cassé, vous sortez du jeu, il n'y a plus de tirelire. L'information majeure du jour, c'est la loi européenne qui va faire changer Apple, parce que en effet, Apple ne pourra pas interdire aux gens
de proposer en fait des applications via du coup l'iPhone et l'iPad sur l'App Store en fait. Pour la faire courte, c'est une loi en fait qui vise à lutter contre les monopoles, on va dire ça comme ça. Du coup, ils seront obligés de le faire et en fait, ça fait écho à la dernière affaire avec Coinbase où justement en fait Apple il voulait gratter 30% sur les fees que les gens donnaient. C'est pas clair du tout ce que je raconte. Bon, en gros, il y avait Coinbase Wallet qui permettait d'envoyer des NFT aux gens, ok? Et en fait, sur l'application sur l'App Store, Apple, il prend 30% sur toutes les ventes. Sauf qu'en fait, là, c'était pas des ventes, c'était juste des envois. Et en fait, ils voulaient réclamer les 30% sur les fees. Donc, gros problème et tout machin, ils ont voulu faire interdire le truc et tout, gros bordel. Du coup, là, on arrive à cet article-là. Ce sera mis en place en mai 2023. Et du coup, donc, a priori, Apple n'aura pas le choix. Après, il y a aussi une rumeur qui est en train de se propager. Apparemment, il y aurait une espèce d'application qui sortirait, enfin, une entreprise qui sortirait du coup une sorte d'Apple, d'App Store en fait, mais que pour les trucs Web3. Et du coup, il y aurait plus ce genre de problème-là. Donc, affaire à suivre. En tout cas, voilà, il y aura bientôt des applications du coup, y compris crypto, sur l'App Store. Et après, chacun apparemment pourra rediriger vers des solutions de paiement qui l'intéressent. Donc, affaire à suivre tout ça du coup, parce que pour l'instant, c'est pas du tout applicable. Ce sera du coup pour mai 2023, comme je le disais. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.